Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. L'homme est tellement aimé par bon nombre de personnes. La plupart, quand je pose ces vidéos, il est tellement aimé, apprécié. Là, je suis intéressé par fouiller, passer ces vidéos, passer ce qu'il faisait et ces révélations avant qu'il ne soit en exil. Je parle de M. Ferdinand Haïté. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre une vidéo que j'ai trouvée très intéressante qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Bon, ces dénonciations, il a dénoncé certains trucs, bon, qui sont restés à l'actualité. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci d'activer la cloche de notification, la pouce bleu et partager. On est ensemble. Notre invité ce soir, Ferdinand Haïté, journaliste togolais et lauréat du prix international de la liberté de la presse remis par le comité pour la protection des journalistes à New York. Ferdinand Haïté, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, félicitations pour votre prix. Alors je le disais, vous l'avez reçu à New York, c'est le prix international de la liberté de la presse, un prix qui récompense vos reportages d'investigation sur la corruption au Togo. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors merci. Et ce prix a un double sens pour nous. C'est d'abord le couronnement de toutes les années de travail que nous avons eu à faire. Et au Togo, on n'a pas fait que de l'investigation. On a dénoncé la corruption, on a eu beaucoup de persécutions. Donc c'est cette résilience-là aujourd'hui qui est couronnée par ce prix. En même temps, ce prix symbolise une certaine inquiétude par rapport à la situation de la liberté de presse au Togo. Et on sait aujourd'hui que la situation des journalistes au Togo, des journalistes indépendants, s'est énormément dégradée. Il y a au moins 3 journalistes en 2 ans qui sont partis en exil. Il y en a un qui est décédé après la prison. Il y a d'autres qui sont en prison actuellement. On va en parler justement, mais avant cela, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? Le plus difficile, c'est d'abord l'accès aux sources et ensuite notre sécurité personnelle. Dans un pays où on ne sait jamais qui fait quoi, qui est qui, où la surveillance par les écoutes téléphoniques, la filature est vraiment présente. Donc c'est des conditions assez difficiles dans lesquelles on travaille. Vous l'avez vécu, vous ? Ah oui, je l'ai vécu puisque j'ai été l'un des journalistes dont le numéro a été sectionné sur le logiciel Pegasus. Donc vous imaginez le niveau de la gravité de la situation et de la surveillance de ce que nous vivons au Togo. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à en parler. Cela fait 2 semaines que les journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou sont détenus à la prison civile de Lomé après une publication erronée sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez fait de la prison. Comment réagissez-vous à cela, justement ? Alors, sur la situation des confrères. Oui, alors publication erronée, je pense pas trop, mais par contre, c'est une situation dramatique puisqu'il y a 2 ans, nous avons vécu les mêmes faits. Aujourd'hui, 2 ans après, ces 2 confrères se retrouvent en prison sur la plainte de l'un des ministres qui nous avait déjà envoyés en prison. Et c'est quand même inquiétant que on envoie facilement comme ça des lanceurs d'alerte, des journalistes en prison, pendant que des gens qui sont soupçonnés d'avoir pris des libertés avec l'argent public circulent tranquillement. Il faut quand même qu'à un moment donné que cette situation s'arrête. Et là, le monde entier, les organisations, tout le monde appelle à la libération de ces confrères-là. Pour l'instant, rien n'est fait. Cette semaine, le président de l'UPF s'est rendu à Lomé pour essayer de parler avec les autorités togolaises. Il dit qu'il a pu écouter tout le monde, il a pu rencontrer tout le monde. On attend, mais c'est pas une situation assez agréable pour les journalistes togolais, mais également pour le pouvoir de Lomé. Comment ça se fait qu'un journaliste peut se retrouver en prison à cause d'une publication? Le délit de presse relève du pénal au Togo? Oui, il y a un fameux article dans le code pénal au Togo qui s'appelle l'article 497 qui envoie les journalistes systématiquement en prison s'ils font des publications sur des réseaux sociaux et si ces publications sont révélées fausses. Et donc c'est cet article-là qui est devenu une arme, une épée de Damoclès sur la tête de tous les journalistes au Togo. Et lorsque nous avions été arrêtés il y a 2 ans, nous avions attiré l'attention des autorités, y compris même des journalistes, sur le danger de cet article-là. Mais visiblement, même dans la corporation, certains n'ont pas pris conscience. Aujourd'hui, c'est le même article que les autorités utilisent pour envoyer ces journalistes en prison. Pour nous, le journaliste qui
continue de faire son travail sur les réseaux sociaux, c'est dans le champ de son action. On ne peut pas interdire aujourd'hui. Donc la loi n'est pas la même sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Ils ont extrait les réseaux sociaux du code de la presse et ils l'ont mis dans le code pénal, de procédure pénale. Donc du coup, si vous faites des publications sur les réseaux sociaux en tant que journaliste et que ces publications se révèlent fausses et qu'il y a un plaignant, vous allez directement en prison. C'est quand même une aberration en 2023. Vous voyez. Donc c'est ça que nous dénonçons et malheureusement c'est cet article qui a conduit nos camarades en prison. Alors très rapidement, quels sont vos conseils aux jeunes journalistes qui exercent sur le continent africain, qui sont amenés à rencontrer ces difficultés? Alors je pense d'abord que le journalisme c'est le plus beau métier au monde. Il faut continuer par le faire parce que en voyant des gens aller en prison, il y a ceux qui se découragent, il y a ceux qui abandonnent, mais je pense qu'il y aura toujours des obstacles, mais il faut s'armer de courage pour faire ce travail-là. Quand vous n'êtes pas assez solide, vous n'êtes pas résilient, vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas affronter tous les obstacles que nous affrontons régulièrement dans nos pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui la situation se dégrade partout, que ce soit au Sahel, en RDC, il y a des journalistes qui se retrouvent en prison. Stanis Boujakera d'ailleurs. Exactement. Et donc tout ça ne doit pas nous décourager. Merci beaucoup, merci infiniment. Les gouvernementaux, mais à quoi ça sert au Togo finalement? Quand on sait que ces villes, villages, contrées où ils passent, rien ne change. Oui, Lucas a posé le principe, c'est-à-dire que si l'idée c'est d'être à proximité des populations pour avoir le contact, il n'y a pas de souci. Après, un gouvernement est investi à l'Assemblée nationale sur la base d'un programme, et il y a une certaine... comment on appelle ça? Il y a un programme avec des délais et avec des chiffres. On se met au travail. On se met au travail et puis bon, on fournit les résultats. Depuis octobre 2020, je pense que ce gouvernement est à son 4e ou 5e séminaire gouvernemental. Ils avaient commencé. Je comprends que bon, dès qu'on forme un gouvernement avec l'arrivée de nouveaux ministres, des gens qui n'ont jamais exercé dans un gouvernement, on puisse vraiment les coacher pour leur apprendre comment les choses doivent se faire dans les ministères. Passer cette première étape, les gens doivent travailler. Et c'est quand même extraordinaire que il y a eu un séminaire gouvernemental à Gando il y a 2 semaines. Ou bien 2 semaines. Et après qu'ils aient quitté Gando, les élèves ont lancé les cailloux là-bas. C'est vrai, non? Oui, bien sûr. Quand ils étaient à Gando, ils sont allés visiter le CHP, le centre hospitalier préfectoral qui était en construction, qu'on a déjà badigeonné aux couleurs de UNIR. Moi j'ai vu les images, il y a eu ci, il y a eu ça. La semaine qui a suivi, les élèves du lycée de Gando ont lancé les cailloux et on a dû fermer le lycée, ou bien. Ça veut dire que le séminaire gouvernemental suivi du conseil des ministres qu'il y a eu à Gando n'a eu aucun impact dans la localité. Tout à fait. Nous sommes d'accord. On parle en termes de... Au moins, ouais. En tout cas, la population n'a pas été... Les gens disent, foutez-nous la paix avec vos histoires. C'est ça. Vous voyez? Et donc, 2 semaines après, on refait notre séminaire gouvernemental à Kara. Entre le premier et le second séminaire gouvernemental, il y a 2 semaines d'écart. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Il y a quoi qui nécessite qu'on retourne dans un autre séminaire gouvernemental? Moi, la question est là. Est-ce que c'est toujours l'envie d'aller voir les gens, d'aller prendre les contacts avec les populations? Sinon, quand on est chef d'État, on est Premier ministre, on travaille au bureau, de temps en temps, on sort aussi sur le terrain pour regarder les gens. On n'a pas besoin de déplacer tout un gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Parce que ces histoires de séminaires gouvernementaux, ce qu'il y a derrière, les gens ne le disent pas. C'est d'abord des experts, des consultants, comme Luc venait de les citer, sont des blancs, on ne veut pas les nommer ici, comme ça vient de quelque part, qui sont chèrement payés par l'argent du contribuable. Ce n'est pas des gens qui viennent faire, je ne sais pas... C'est ça, du volontariat. Non, ce n'est pas du volontariat, ils ne sont pas au provenat. Donc ils viennent donner leur expertise dans le documentaire de Cash Investigation. Vous avez vu ce que Dominique Strauss-Kahn touche en Afrique comme argent. C'est énorme. Donc ces gens-là sont là, ils sont derrière le rideau dans le gouvernement. Et ces gens ont intérêt d'ailleurs, s'ils sont des profiteurs, à convaincre celui auprès de qui ils sont consultants pour qu'on multiplie les séminaires gouvernementaux, pour qu'ils multiplient leurs factures. Vous voyez? Après, c'est toute une logistique qu'on déplace.
Tout à fait. On a vu que la dernière fois pour aller à Kara, les ministres ont bougé avec des voitures, le président même a bougé avec l'avion, tout le monde est parti là. Il n'y a pas que les ministres qui bougent. Quand il y a un gouvernement bouge, c'est tous les services connexes qui bougent. Les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, tous ces gens ont bougé pour aller se réunir dans la zone. On fait maintenant tentes climatisées. Ouais. Les gens facturent les tentes climatisées entre, je ne sais pas, 50 et 80 millions pour une journée. Et il y a de la bouffe, il faut de la nourriture, il faut la sécurité. Mais au bas mot, on peut vous dire qu'on a mis 300 millions dans un séminaire gouvernemental. Cet argent, on aurait pu faire 50 ou je vois combien de forages pour permettre aux villageois de boire. On peut construire des salles de classe. Et finalement, les décisions même qu'on vous annonce au cours de ces séminaires gouvernementaux ne ressemblent à pas grand-chose. On dit, bon, le conseil des ministres est réuni, machin, évalue les projets, 4 sujets étaient à l'ordre du jour. Premier, on a fait ceci, deuxième, on a fait ceci. Et puis c'est fini. Et puis on est allé sur le terrain bavarder avec 2 ou 3 personnes. Ils étaient dans un séminaire gouvernemental à Kara. Après ils sont allés à la forgerie de Tcharé. Il y a un truc là-bas où les ministres sont allés se promener. Lui qui disait, a trouvé bien le mot, c'est la villégiature. C'est la balade des gens heureux. C'est la balade des gens heureux. Ça, les gens comme les Macky Sall, les gens comme les Ouattara, les gens comme les Talon, on peut tout leur reprocher. Mais c'est des gens qui bossent. Ils n'ont pas besoin de multiplier les séminaires gouvernementaux pour travailler. On voit les résultats dans ces pays-là. En termes de comparaison, ce n'est pas des gens qui sont au pouvoir depuis 20 ans. Hein? Non. Talon est dans son 2e mandat. Mais on a vu qu'il est en train de changer le visage du Bénin. Macky Sall est dans son 2e mandat. On a vu tout ce qu'il est en train de faire. Même si on dit qu'ils sont des préfets français, des préfets de la France-Afrique, mais c'est des gens qui savent où ils vont, ils bossent pour leur pays. On a vu tout le changement qu'il y a au Sénégal, à Dakar et tout. On a vu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas poussé? Autoroutes, hôpitaux, tant. Beaucoup de choses ont bougé. Et aussi au Togo, on a besoin de tant de séminaires gouvernementaux pour savoir que dans telle localité, on doit faire des routes, dans telle localité, on doit faire ci, ici, on doit lutter contre la corruption, on doit arrêter des voleurs, on doit faire ci, on doit faire ça. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, ces séminaires gouvernementaux nous font saigner le trésor public. Parce qu'il faut payer les experts qui viennent. Il semble qu'il y a un cabinet derrière. C'est pas McKinsey, c'est quelque chose comme ça qui est déjà dans un scandale en France. Il y a les consultants qui sont là. Il y a toute une logistique qu'il faut déplacer. Il faut nourrir les gens. Il y a ceux qui tirent profit de business, ceux qui ont les sociétés de fabrication ou bien d'installation des tentes climatisées aujourd'hui. C'est ça qui marche au Togo, au détriment même des hôtels. On ne renouvelle même plus les hôtels parce qu'on sait que quand on va dans un village, on va déployer une tente climatisée. On n'est quand même pas en Libye, on n'est pas au désert saharien pour qu'on nous impose tout le temps de construire des tentes climatisées, de les démonter, de les remettre tel endroit. Donc voilà la situation. Je pense que le régime actuel, quand je l'analyse, c'est quand même des gens qui sont au pouvoir depuis presque 60 ans. Il n'y a plus rien à donner. Il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'on soit... C'est-à-dire que quand vous analysez le cas du Togo, il n'y a plus rien. Donc, ils sont là, ils occupent l'espace, ils perdent le temps, mais il faut faire quelque chose pour divertir la population, pour faire croire que bon, on est là, on fait quelque chose pour le bien, mais on ne fait rien. C'est ça, cette histoire de séminaire de gouvernemental. Vous avez vu ce gouvernement depuis bientôt 2 ans, c'est un gouvernement catastrophique. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous avez un premier ministre qui va à l'Assemblée pour dire que bon, il faut faire peur aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut forcer les gens. Vous avez toute une communication chaotique des ministres qui sont d'ailleurs des serviteurs de la République. C'est pas la République, c'est pas leur propriété, mais ils s'expriment, ils disent des choses quand même ahurissantes. Le dernier dérapage verbal à Dakar, vous avez suivi le gars, comment il a parlé aux siens, tout en même jetant le discrédit sur toute une communauté, en disant, bon voilà, vous n'êtes pas intelligent, voilà, quand on fait les concours, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons pour vous trouver de la place. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas possible. Donc, ce n'est pas les individus que vous voyez là qui sont le problème, c'est le système qui est le problème. On peut mettre le meilleur dans le système, il ne produira rien. Parce que les forces concentriques, les contingences même font que vous avez beau être, même on peut mettre, je ne sais pas qui, le plus compétent des gouvernants du monde dans ce système-là, il ne fera rien. La preuve, on a amené Humbo, il n'était pas aussi incompétent que ça. Et c'est quelqu'un qui était doté de qualité, tout ça. Mais quand il est rentré dans le système l'a broyé. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, le système est arrivé à un niveau où il ne peut plus rien produire.
Au contraire, il est dans la stagnation, il est dans le recul. Et puisque ceux qui incarnent le système n'ont pas eu la capacité de créer une rupture, il n'y a pas eu de rupture. Quand Faure est arrivé, bon, les gens ont cru que bon, il devait avoir un nouveau cap, mais il n'y a pas eu de rupture. Aujourd'hui, on se rend compte que le système est aussi pernicieux qu'il était avant son arrivée. Au contraire, même, il s'est même, je sais pas comment on dit, empiré. Et à des moments, bon, de temps en temps, quand il avait des problèmes avec des gens, bon, il avait son sursaut d'orgueil, après il appelait les gens, il faisait la paix, mais ici, là, c'est pas possible. Ou soit tu t'alignes, ou tu es dehors, ou tu es en prison. Vous voyez? Et donc, le système s'est empiré. Et donc, un système de ce genre ne peut pas avoir un impact sur le plan développement. Parce que il n'y a pas le Luc avait utilisé un mot, le vivre ensemble. Ah ouais, parce qu'on n'a pas tous le sentiment d'appartenir à une nation. Il y a une minorité qui vit bien, qui s'accapare de tout, qui a le droit à tout, et il y a une majorité qui vit dans la misère. Et le jour où la majorité tente de réagir, on tape sur les gens. Donc à partir de ce moment, l'effort que chacun devait faire pour que le pays avance, les gens se disent, mais nous ne pouvons pas travailler pour que certains tirent les marrons du feu. Donc nous tous on croise les bras, on les regarde, c'est eux qui sont là, ils n'ont qu'à continuer pas piller. Le jour où ils seront satisfaits, bon on verra. Voilà. Donc un pays comme ça ne se développe pas. Et donc, c'est de la responsabilité des dirigeants de déverrouiller les systèmes, de libérer les énergies pour que les gens puissent vraiment se sentir tous citoyens du même pays et travailler pour le bonheur du pays. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas capable de le faire, à partir du moment où vous concentrez tous les pouvoirs, toutes les richesses, vous vous concentrez dans les mains d'une minorité et que les autres n'existent pas, les autres vous regardent et vous laissent faire. Et donc, les séminaires, on peut les multiplier, on peut aller dans toutes les localités. Autant le séminaire gouvernemental à Gando n'a rien apporté, autant celui de Kara, et ce n'est pas le premier à Kara, c'est déjà une série de 2 ou 3 séminaires gouvernementaux à Kara, ça n'apportera rien. Celui de Tablibo n'a rien apporté, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on est allé à Tablibo, la route pour aller à la préfecture est toujours poussiéreuse, hein, il n'y a rien. Il y a pratiquement rien. On peut aller le faire à Palimé, il n'y aura rien. On peut aller le faire à Daï, il n'y aura rien. C'est juste de la diversion. Et c'est une balade des gens. Voilà. Et après, le pays reste là où il est, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Donc, au lieu de faire les séminaires gouvernementaux, il faut que les ministres travaillent. Il faut que l'autorité, même qui est au sommet de l'État, travaille. Il faut que tout le monde travaille. Comment vous pouvez imaginer que même les institutions de la République, qui sont sacrées, nous ne sommes pas capables de les renouveler à temps réel. Je vous donne des exemples. Ça fait presque 2 ans que le président de la République n'a pas de directeur de cabinet. Vous trouvez ça normal? Dans une République normale? Il y a aussi des ministères, ouais. On n'a pas de directeur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça fait presque 2 ans que le directeur... C'est-à-dire que le fonctionnement de la République ne doit pas se faire au gré des humeurs d'un individu. Parce que les institutions dans une République sont sacrées. Si on a prévu dans l'organigramme de la présidence qu'il y a un poste de directeur de cabinet, c'est que c'est un poste important. Il faut le pourvoir. Depuis 2 ans, il n'y a pas de directeur de cabinet. Depuis plus d'1 an, les gens qui sont à la HAC, leur mandat est fini. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu... On n'a même pas eu... Je sais pas. On n'a même pas eu... je ne sais pas quel mot utiliser. La présence d'esprit. D'anticiper que cette institution-là, les membres sont en fin de mandat, 6 mois avant la fin de leur mandat, de lancer un appel à candidature pour renouveler leur mandat. Et ils sont là depuis 1 an. CNDH, le mandat est fini depuis 6 mois. Après, s'il y a le mandat est fini. ODR, le mandat des commissaires, les mandats sont finis. Et pourtant, c'est vous-même qui avez élaboré la loi de l'OT en disant vous avez fait une grande réforme en Afrique et que les régies financières seront gérées avec beaucoup de rigueur et tout. Vous avez lancé un appel à candidature, recrutement des commissaires, leur nomination, 4 ans, renouvelable une seule fois. Ils sont en fin de mandat. On n'a pas lancé le processus pour les changer. Comment des institutions comme ça, qui fonctionnent de façon paralysante, peuvent produire des résultats? Il n'y en aura pas. Alors, si un chef d'État est bien entouré, avec de bons juristes, il a son cabinet qui fonctionne bien, il a son gouvernement qui fonctionne bien, c'est à eux d'attirer son attention que, mais monsieur le président, la fin du mandat de telle institution, c'est dans 6 mois, il faut qu'on déclenche le processus, il faut voir l'Assemblée, il faut voir ci, il faut voir ça. Mais quand on gère le pays
de façon, je ne sais pas comment dire, mais on perd même de vue qu'on doit renouveler les institutions en temps réel. Sauf le président de la République. On sait au moins que quand le mandat finit du président, il faut renouveler. Parce que là, on ne veut pas tomber dans un vide juridique pour susciter la convoitise des opposants. Donc là, on dit, on a saisi la Cour constitutionnelle qui dit, oui, le mandat du président doit finir à telle date, il faut faire les élections. Mais pour les autres institutions, ils peuvent fonctionner en vrac. Une république comme ça ne produit pas des résultats. Merci beaucoup. Franchement, pour rester dans le contexte de ces séminaires gouvernementaux, ben, écoutez, un président de la République, il se fait élire sur la base d'un programme de société. Et le programme de société, il s'élabore sur la base des réalités existentielles du candidat qui est censé les connaître. On est d'accord. Donc, si vous avez un programme de société que vous avez soumis à une population qui a été convaincue et qui s'est déterminée à vous confier un mandat en vue donc de dérouler votre vision, votre schéma, vos propositions, vos idées, vos choix politiques, ça veut dire qu'une fois élu, votre travail va consister à mettre en place votre équipe et à dérouler la feuille de route en question. Alors si après 2 ans d'un mandat ou après 17 ans d'une gouvernance, vous multipliez des séminaires, parce que l'objectif d'un séminaire, en fait, c'est d'avoir de nouveaux outils de travail, d'apprendre à travailler, d'apprendre à faire un certain nombre de choses. Alors si vous êtes encore à ce niveau-là, à quel moment précis vous allez travailler? Vous aurez le sentiment d'avoir la maîtrise nécessaire pour dérouler votre vision et donner les résultats sur le terrain. Il y a un problème. Donc, en tout état de cause, il faut bien que nos gouvernants comprennent que le peuple a le droit d'aspirer à avoir des résultats. Et que la seule chose qui compte pour le peuple, justement, ce sont les résultats, c'est-à-dire tout ce qui contribue à l'épanouir de façon progressive, tout ce qui contribue à l'émanciper, à lui donner le sentiment qu'il y a une dynamique évolutive de cette société-là, donc qui le convainc de ce que le processus du développement est assuré et assumé. Si ce n'est pas le cas et qu'il n'y a que des théories, à chaque fois on se retrouve pour un séminaire. Et donc pour un séminaire, on va mettre une tente là, ça va attirer l'attention des gens, on met les climatisations de circonstances pour que une seule personne, ou en tout cas quelques personnes, sur des millions, nous sommes presque plus de 8 millions, et il y aura à peine une cinquantaine ou moins d'une cinquantaine de personnes qui vont venir jouir sous vos yeux des conditions les meilleures possibles de leur vie parce qu'ils veulent travailler pour 1 heure de temps. Et aussitôt après, peut-être que vous avez eu le temps de les applaudir. On dit vous êtes combien, on vous trouve quelques... Voilà, et puis bon, c'est fini. Ils repartent. Pendant ce temps, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez même pas de route. Parce qu'il y a eu un conseil des ministres hier, dimanche, à Mandouri. Et donc, les ministres ont dû passer par Dapon pour pouvoir allier Mandouri. Bientôt, ils vont reprendre le Burkina avant de retourner dans le Bon, est-ce que vous voyez? En réalité, ce que nous disons, franchement parlant, nous aspirons à avoir des gens qui sont rigoureux. Parce qu'en tout cas, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet et tout, nous voyons comment les choses se font ailleurs. Lorsque vous avez envie de vous montrer efficace, vous devez pouvoir le faire. Et c'est ça qui émerveille, c'est ça qui excite, c'est ça qui conforte la confiance du peuple vis-à-vis de vous, les dirigeants. Ce ne sont pas les bavardages, ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les belles rhétoriques, ce n'est même pas ça. C'est est-ce que ce que vous faites donne un résultat dans la vie du citoyen que je suis. S'il n'y a pas ça, si le salaire du fonctionnaire n'a pas été amélioré, si l'homme d'affaires ne voit pas ses conditions allégées, etc., si le citoyen ne trouve pas d'hôpital ou de centre de santé, s'il ne trouve pas de l'eau, il n'a pas d'électricité et tout, ça veut dire que tout ce que vous faites, vous avez beau être bien dans la rhétorique, dans les théories, dans les communiqués, vous les structurez avec une beauté remarquable, oui, mais ça reste la théorie et ça ne sert pas à grand chose. Je pense que le temps qui nous est imparti arrive presque à terme. Nous allons mettre fin à cette émission et, chers invités, un mot pour conclure. Oui, juste pour dire que il y a un problème de leadership et ce secteur de l'éducation m'importe beaucoup. Je sais tous les drames que nous allons vivre dans les années à venir. D'ailleurs, même ce que nous vivons aujourd'hui est lié à la manière catastrophique avec laquelle on a eu à gérer ce secteur-là. Et aujourd'hui, c'est devenu, comme il dit, un monstre. Je pense que le leadership exige forcément du leader une certaine
complicité qu'il doit créer avec ses gouvernés, c'est tout. Je pense que le ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat doit pouvoir savoir que ses premiers alliés, quelle que soit la difficulté des réformes, ce sont les enseignants eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord créer un climat de confiance entre les deux. Mais nous sommes des êtres humains. Notre communication doit beaucoup jouer. Même si je suis convaincu dans ma position d'être légitime dans ce que je demande, si mon interlocuteur m'apporte des éléments contraires, édifiants, ça, franchement, pour que je me maintienne toujours avec une rigidité dans ma position, ça va être difficile. Donc je crois que vraiment, ce secteur étant vraiment fondamental et essentiel, le ministre en charge de cette éducation-là doit comprendre que ses alliés, ce sont les enseignants. Il faut qu'il leur parle, il faut qu'il les mette en confiance par le discours d'abord. Après, on verra pour les solutions matérielles, etc. Mais au moins, que la chaleur humaine puisse circuler. Quand elle ne circule pas, chacun reste dans son coin et on passe par les médias interposés. Vous n'aurez jamais la solution. Et manifestement, c'est le système qui a toujours prévalu, c'est-à-dire que c'est la force brute. Nous, on ne peut pas nous défier parce que nous sommes l'État. Si vous parlez, on prend ça comme des caprices, comme une défiance, alors que pour qu'il y ait défiance, il faut qu'il y ait eu une défaillance d'éducation quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc tous ces éléments-là font que, franchement, nos leaders doivent mouiller le maillot de manière à trouver des solutions parce que tout ce qui compte, c'est le résultat. À chaque fois, c'est ça. Sinon, s'ils sont dans la guerre, on emprisonne. Ils ont pris 3 responsables du 7 qu'on a mis en prison sous le prétexte qu'ils étaient en train de fabriquer des faux badges. Mais faux badges, est-ce qu'il faut une autorisation pour fabriquer un badge? On parle des badges. Mais alors, est-ce que c'est avec les emblèmes de l'État? Bon, vous voyez, ça c'est des méthodes fortes qui ne montrent pas la sincérité, qui ne montrent pas la capacité des gens à persuader par un raisonnement cohérent. On passe par des méthodes courtes, on te met en prison et puis c'est fini. On obtient le silence et puis bon, le peuple, les gens sont frustrés. Bon, on s'en fout, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de la prison. Vous ne pouvez pas entretenir un peuple. Vous ne pouvez pas épanouir un peuple avec des sentiments, des émotions négatives. Je suis désolé, mais puisque c'est eux qui travaillent et que ça donne un sens à l'État, vous devez comprendre qu'il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, dans les dispositions optimales pour donner le meilleur rendement, aussi bien dans l'éducation qu'ailleurs. Donc, travaillez sur eux, mettez-les en confiance, pas seulement avec l'argent, avec le langage qu'il faut, et puis le reste, le tour est joué. Merci. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand, oui. Non, moi je pense que c'est important de se parler. Surtout quand on est dans une situation conflictuelle comme ce qui se passe avec les enseignants. De parler et d'être sincère, d'éviter les écarts de langage, les mots de trop, les expressions de trop aussi, et faire en sorte que il faut rassembler les gens en disant bon ben il ne faut pas mettre les gens dehors, en disant bon voilà vous êtes des rebelles. Moi je donne toujours l'exemple de la boîte dont je suis le premier responsable. Quand les gens me demandent mais comment vous faites à l'alternative pour tenir avec tout ce qui se passe, les contingents, je dis à l'alternative il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Parce que le sentiment d'être chef ou le sentiment de jouer tout le temps le chef est nuisible. Oui. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Tout à fait. Puis tes collaborateurs savent déjà que c'est toi le chef. Ouais. Tu n'as plus besoin de bomber le torse pour ça. Ils savent déjà qui est un chef. Les gens qui appellent de l'extérieur, ils savent que le premier responsable du journal, c'est celui-ci. Donc tu n'as plus besoin de dire que tout le temps c'est moi le chef. Donc ce que je dis, c'est ce que tout le monde doit faire. C'est une équipe qui travaille. Et donc, il y a un esprit d'équipe qui fait que la boîte est solide. Je ne sais pas si vous voyez. Et tant que la boîte est solide, vous allez avancer. Mais généralement, aujourd'hui en Afrique, ce que nous avons comme handicap, c'est le sentiment d'être chef partout. C'est moi le chef, je suis le chef. Oui, c'est moi, je suis le chef. Dès que je parle, tu te tais. Vous ne pouvez jamais rien réussir avec ça. Donc, quand on a les responsabilités, il faut aussi les assumer en ayant toujours à l'esprit que c'est toujours pour le bien de tous les autres. Et parler avec tout le monde. Trouver la formule pour parler avec tout le monde. Et ne pas rejeter les autres. Ne pas dire les autres, bon voilà, ils sont têtus, je ne veux pas d'eux, eux, je vais les écraser. Ceux-ci, ils sont gentils, je vais faire chemin avec eux. À cette allure-là, vous ne vous en sortirez jamais. Mais il faut aussi communiquer ce qui se fait de bien.
il faut toujours le faire aussi. Il faut dire, bon, on a réussi à faire ça. Parce que quand vous communiquez mal, ce que vous faites de bien noyé dans la mauvaise communication. Je ne sais pas si vous voyez. Il se peut que dans ce ministère, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai vu, on est en train de faire quoi? De faire les titres fonciers pour toutes les écoles. Pour éviter. Je pense que c'est un programme, c'est un partenaire qui a essayé ça avant de financer la construction des classes. Il faut que tous les établissements scolaires aujourd'hui. Parce que les gens viennent piloter l'intérêt des établissements. Donc, je pense qu'ils ont lancé un processus d'immatriculation de toutes les écoles, les lycées, tout ça, pour que chaque école puisse avoir une délimitation, un titre foncier. C'est déjà un acquis. Je ne sais pas si vous voyez. Construire les classes. Il y a un programme financé, je pense, par les partenaires, c'est un acquis. Plus de 3 000 et quelques. Voilà. Mais si vous avez ça, si vous êtes en train déjà de faire ça, et que vous communiquez mal, ce que vous faites en bien déjà est noyé dans la mauvaise communication. Les gens vont dire oui, tout ce que les gens retiennent, c'est les missiles et les rafales. Bien sûr. Alors que vous êtes en train de construire des classes, alors que vous êtes en train de faire autre chose, mais parce que vous avez eu un mot de trop, c'est ce mot-là qui restera dans la doxa populaire. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il faut contrôler la communication, il faut parler avec les gens, il faut trouver les mots justes pour que, bon, un secteur aussi sensible, parce que moi, je n'ai aucun intérêt en tant que Togolais que le secteur de l'éducation tombe en lambeaux. Parce que moi, j'ai mes enfants qui vont à l'école. Je n'ai aucun intérêt. Donc, moi, je ne vais pas attiser le feu entre les acteurs. Parce que s'il y a problème, nos enfants vont revenir à la maison. Ah ben, c'est bien sûr. Mais s'il y a des acquis, c'est pour le bien du pays, c'est pour demain. Même si le régime change demain, les acquis vont rester. Donc, il faut que tous les acteurs qui sont aujourd'hui dans le domaine de l'éducation s'asseyent, s'entendent, parlent entre eux et trouvent des solutions et pour avancer. C'est important. Et ceux qui sont là au sommet de l'État, parce que si les ministres sortent pour dire ces choses-là, c'est certainement qu'ils ont eu la balle quelque part. Mais il faut arrêter de stigmatiser les enseignants. C'est des gens qui participent aussi à un effort pour tout le pays. Et les conditions sont très difficiles. Il faut trouver une solution pour avancer. Maintenant, pour l'ensemble du pays, nous devons arrêter de faire la diversion dans la gouvernance. Parce que les jours à venir seront très difficiles. Il faut le dire clairement aux Togolais. Les crises sur le plan mondial vont se succéder. Et comme nous ne fabriquons jamais rien, nous ne produisons rien, nous importons tout, nous serons impactés. Fondamentalement. Seuls ceux qui sont riches vont tenir, parce qu'ils ont tout pour vivre. Les pauvres seront toujours surfacturés et seront toujours frappés de taxes. Les choses vont coûter excessivement cher. On a mis beaucoup de milliards dans l'agriculture pour ne rien produire. Les fonds ont été détournés. Aujourd'hui, tous les jeunes sont dans les taxis-motos. Plus personne n'est dans les localités pour cultiver. Tout le monde quitte le village, je vais faire taxi-moto. Personne n'arrête l'importation des motos pour permettre aux jeunes d'être fixés dans les localités pour cultiver. Il n'y a pas de plan d'accompagnement. Il n'y a pas de banque agricole. Il n'y a rien. Et donc, les jours à venir seront très difficiles. Plus la population s'accroît, plus le besoin de nourrir la population s'agrandit. Et bien, si vous ne travaillez pas, vous ne produisez pas, avec quoi vous allez nourrir les gens? Donc, ça va être difficile. Et encore plus difficile quand on a des gouvernants qui sont défaillants. Et donc, il faut que les Togolais prennent conscience de la gravité de la situation et arrêtent d'invoquer Dieu. Dieu qui nous a déjà envoyés sur terre nous a pourvu d'assez de connaissances, d'intelligence et de jugeote pour trouver des solutions à nos problèmes. Et Saint Augustin a l'habitude de dire, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Je rappelle qu'il était avec nous Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur, politologue. Merci d'être passé. Ce fut un plaisir. En tout cas, je vais te rappeler très prochainement, très bientôt. En tout cas, dans la Belgique, tu penses qu'il n'y a pas de problème. Merci Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous suivent. Et voilà. Merci aux techniciens avec le chef Makazamba, son assistant Henri Bassakbo. Merci aux stagiaires. Merci à vous qui